Les cailles du Belize. Les forêts de mangroves, les lagons et la terre, jaillissant çà et là, bordent la mer des Caraïbes. Et sous la surface, un écosystème marin tout aussi captivant, grouillant de vie sous-marine, ancestrale, gracieuse. C'est incroyable d'être dans l'eau avec des raies léopards. Et effrayante. Il y a plein de requins. Je nageais au-dessus du récif et il y en a un qui m'a foncé dessus. C'est un peu intimidant de nager avec un barracuda. Oui, ça peut faire plus peur que de nager à côté d'un requin. Un endroit magique, où l'irréel devient réalité. Et où le merveilleux est juste sous vos yeux. C'est dingue d'être là et de participer à cette aventure. L'endroit que Charles Darwin a désigné comme étant le récif le plus remarquable des Indes occidentales. La barrière de corail du Belize. S'étendant sur 40 km, le long du Belize continental, sur une côte atlantique d'Amérique centrale, c'est la plus grande barrière de corail de l'hémisphère nord. Elle arrive en seconde position, juste après la grande barrière de corail australienne, et abrite plus de 500 espèces de poissons et plus de 100 types de corail durs et mous. Ces coraux comptent parmi les créatures les plus fascinantes de la planète. On voit le corail, les gorgones et les éponges s'animer dans le courant. C'est un endroit incroyable. On se sent très libre sous l'eau pour observer tout ce qui se passe et on se sent tout léger quand on plonge. On peut admirer la vie merveilleuse des eaux du Belize et c'est vraiment génial de vivre une telle expérience. Au fil des siècles, l'éponge-tube, le corail corne d'élan et le cerveau de Neptune ont participé à établir la vie dans ce récif. On estime ces colonies en eau profonde vieilles de 4000 ans. Environ un quart des espèces océaniques connues dépend de récifs comme celui-ci pour s'alimenter et s'abriter. Étonnamment cependant, les récifs représentent moins d'1% de l'océan. Ancestraux et essentiels, ce sont les forêts tropicales de la mer, un lieu où des créatures stupéfiantes luttent pour survivre. Une des plus captivantes, la raie léopard. C'est incroyable d'être dans l'eau avec des raies léopards. Elles sont larges, belles et gracieuses, et elles se déplacent avec une telle facilité. On les regarde nager à leur rythme, sans se presser, et c'est vraiment particulier de pouvoir être tout près d'elles.
Pouvant peser jusqu'à 225 kg, ce léopard volant de la mer est loin d'être le plus grand de la famille des raies venimeuses. Mais son envergure de 3 mètres égale celle du plus grand oiseau du monde, le grand albatros. La raie léopard a une longue queue venimeuse qui lui permet de se défendre contre ses prédateurs. Par ailleurs, elle profite de sa taille et de sa rapidité, et elle est capable de sauter hors de l'eau pour esquiver une attaque. La raie léopard est bien équipée pour chasser de petites proies. Elle utilise ses dents plates comme des assiettes pour broyer des crustacés à coquilles dures. Mais ce ne sont pas des créatures agressives, et leurs altercations avec les humains sont purement accidentelles. On ne peut pas en dire autant du grand barracuda. C'est assez intimidant de nager avec un barracuda, surtout quand on voit leurs dents. Je pense que la plupart des plongeurs sont contents de voir un barracuda. On sent la tension en eux et leur regard semble agressif. Longs de 2 mètres et pouvant peser jusqu'à 45 kg, ces prédateurs féroces sont de vrais missiles. Ils fendent l'eau parfois à 40 km/h. Ils frappent leur proie de leurs 2 rangées de dents acérées, qui leur ont bien servi les 50 millions d'années passées. Le barracuda n'aurait pas connu une telle réussite s'il était resté tout gentil. Sa réputation fascine autant qu'elle effraie les plongeurs. Les barracudas ont tendance à être attirés par tout ce qui brille, par les métaux par exemple. On compte de nombreux cas de personnes qui ont plongé avec des boucles d'oreilles ou des bagues de fiançailles ou autres que les barracudas ont attaqué, leur tranchant un doigt ou une oreille. Alors oui, parfois ça peut faire plus peur que de nager à côté d'un requin. Heureusement pour les plongeurs, la chair humaine n'est pas le premier choix du barracuda. Il y a largement de quoi se nourrir dans le récif, s'il regarde bien. Le poisson-trompette est une créature étrange. Flottant, dérivant et tournoyant, il change de couleur et se confond avec le corail. Il est presque devenu invisible devant le corail cierge. Les prédateurs ne le voient pas, et ses proies non plus. Les petits poissons trop imprudents sont aspirés sans cérémonie, le long de son museau allongé. C'est un prédateur compétent, mais il est loin d'être le seul dans ce cas par ici. Le turbopan est un poisson plat commun, mais comme venu d'une autre planète. Il a l'aptitude incroyable d'imiter la couleur et la texture du décor qui l'entoure en l'espace de quelques secondes. Le turbopan a une nageoire pectorale allongée qu'il utilise dans les rituels de reproduction. Pendant la parade nuptiale, les mâles et les femelles lèvent fièrement la nageoire pour initier la reproduction à la façon d'un pan. Le turbopan a évolué avec ses yeux de part et d'autre de son corps. Chacun bouge indépendamment de l'autre, accordant au turbo une vue panoramique sur l'océan au-dessus de lui.
Dès qu'il entrevoit l'esquisse d'un prédateur ou d'une proie, il disparaît. C'est vraiment une ruse très pratique. Surtout quand il fait face à l'un des plus grands prédateurs du récif, le requin nourrice. Ils sont très timides. Quand on s'approche, ils s'enfuient. On en a vu un hier. Je suis passé au-dessus du récif et il nageait droit sur moi. Et 1 minute plus tard, il a fait demi-tour. Donc ce n'est pas dangereux de se retrouver face à lui. C'est un beau requin à observer. Ce chasseur timide sillonne avec adresse les fonds océaniques et capture à peu près tout ce qu'il trouve entre ses mâchoires puissantes. Le requin nourrice a un menu illimité sur le récif. Il broie du corail dur ou des crustacés, il dévore des calamars, des petits poissons, peut-être même un turbopan s'il a de la chance. Contrairement au turbopan, les rascasses volantes sont facilement repérables sur le récif. Elles ne sont pas censées être là, et pourtant, elles sont partout. Les rascasses volantes sont nées dans la région Indo-Pacifique et ont été introduites accidentellement dans l'Atlantique il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, cette espèce intrusive a ébranlé l'ordre naturel de l'écosystème marin depuis le Texas jusqu'aux Bahamas. Pour elle, ce récif étrange et magnifique est comme un buffet illimité, accessible 24 heures sur 24. Ici, en Atlantique, les rascasses volantes anéantissent de petites espèces, volent la nourriture d'espèces plus larges et n'ont pas de prédateurs naturels. Mais dans leur environnement d'origine, l'océan Pacifique, c'est une toute autre histoire. Les mérous du Pacifique ont appris à avaler d'abord la tête entière des rascasses volantes pour que leurs épines venimeuses se rabattent vers l'arrière et se détachent. Les poissons cornets en sont friands, eux aussi. Dans l'Atlantique, ces adaptations évolutives ne sont pas encore intervenues et les prédateurs potentiels gardent leur distance vis-à-vis de leur couleur vive et de leurs épines venimeuses. Il faudra peut-être attendre des décennies pour que les prédateurs comprennent comment les chasser, si cela arrive un jour. Bien sûr, rien ne prouve que cela arrivera. Les plongeurs essaient de limiter le nombre de rascasses volantes en les harponnant dès qu'ils le peuvent. Une fois qu'on les a harponnées, elles sont blessées. Ensuite, les requins des environs viennent les manger parce qu'elles ne peuvent plus se défendre. La plupart du temps, les rascasses volantes nagent vers le haut avec leurs épines dressées. Quand elles sont blessées ou qu'elles meurent, leurs épines tombent et leurs prédateurs peuvent les manger. Pendant ce temps, d'autres espèces ont développé un goût pour la rascasse volante, comme le batiste royal. On trouve des batistes royaux partout sur le récif, entre 60-90 cm et 30 mètres de profondeur. Ils aiment bien nous suivre parce qu'on leur donne des rascasses volantes à manger. Les batistes royaux dupent leurs prédateurs en se glissant dans de petites crevasses. Ensuite, ils s'ancrent dans la pierre en y incrustant la longue épine qu'ils ont sur le dos. Ils ne bougeront pas avant que la voie ne soit libre. Ils restent près du récif, où ils sont amenés à croiser l'une des créatures océaniques les plus étonnantes. Unies pour la vie, les grandes crevettes nettoyeuses sont la plupart du temps trouvées par paires.
Leurs rayures écarlates et blanches sont uniques. Leur fourrure est faite de petites épines qu'elles utilisent pour se défendre. Mais étonnamment, elles ne s'en servent que rarement. Les grandes crevettes nettoyeuses sont loin d'être au sommet de la chaîne alimentaire, on peut le dire, et pourtant elles n'ont pas de prédateurs connus. Comment se fait-ce? Elles rendent service. Comme leur nom l'indique, elles nettoient, se délectant des parasites, peaux mortes et des restes des particules de nourriture qu'elles trouvent sur les poissons, comme la murène verte. La crevette nettoyeuse fait même la promotion de ses services. Quand elle a faim, il lui arrive de danser pour se rendre visible des consommateurs potentiels. Les gros prédateurs de la barrière de corail du Belize ont plus intérêt à voir la crevette nettoyeuse vivante que morte. Cliente satisfaite, la murène verte est aussi un des prédateurs les plus furtifs et les plus tristement célèbres du récif. Elle se faufile de caverne en caverne, comptant sur sa couleur verte pour se fondre dans le corail et les rochers. Même si elle peut faire plus de 2 mètres de long, la murène verte n'est pas une cible facile pour des prédateurs comme le barracuda. Elle ne sort que rarement de ces quartiers dérobés, ces cavernes et crevasses où elle attend ses proies potentielles. La murène verte a la faculté impressionnante d'avaler une proie d'un seul coup, sans que son corps ne s'élargisse. La plupart des poissons ont recours à la succion pour avaler leur proie tout entière. Mais ce faisant, leur corps s'agrandit considérablement. C'est impossible dans une petite cavité, à moins d'être une murène verte. La murène saisit sa proie entre ses mâchoires et, curieusement, la proie est attirée dans sa gorge par une seconde mâchoire qui s'avance, serre et tire. Ni succion, ni expansion. Un vrai film d'horreur en action. Et un scénario cauchemardesque dont la gorette jaune se passerait volontiers. Longue de seulement 18 cm, la gorette jaune se déplace en bancs immenses et magnifiques. En plus d'être admirables, ces bancs ont un but pratique. En se déplaçant en grands groupes, les poissons ont plus de chances de survivre lors d'une attaque. Et si un poisson trouve une bonne zone où s'alimenter, tout le monde en bénéficie. À la nuit tombée, le banc se disjoint et chacun scrute les fonds océaniques à la recherche de petits crustacés. Quand ils nagent en solo, ils doivent être plus que vigilants, car ils comptent parmi les poissons les plus savoureux du récif. Tous les barracudas et les dauphins raffolent des gorettes jaunes. On en voit partout. Et elles avancent en faisant des grognements de gorets qui rappellent leur nom. Groin, groin. C'est un des poissons que les dauphins apprécient pour leur petit bruit. Ce grognement provient en fait du bruit de leurs petites mâchoires qui frottent les unes contre les autres, même si on ignore ce que cela signifie. Alors qu'elle scrute les fonds océaniques pendant la nuit, la gorette jaune a des chances de croiser un autre animal qui fait du bruit, le poisson écureuil. Connu pour son chant staccato, qui n'est pas sans rappeler son alter ego terrestre, le poisson écureuil est en fait appelé ainsi pour une autre raison. Une troisième nageoire qui se dresse à la verticale, comme une queue d'écureuil.
Contrairement au grognement des gorettes jaunes, le chant du poisson écureuil s'explique. Un grognement signifie qu'il défend son territoire. Et quand ses grands yeux inquiétants aperçoivent un prédateur, un son staccato sonne l'alarme. Mais tant que la voie est libre, le poisson écureuil peut se nourrir en toute tranquillité. Une espèce qu'il aime bien croquer, le concombre de mer, une des espèces les plus communes de l'océan. Pourtant, il semble venu d'une autre planète. Les concombres de mer sont des échinodermes, parents des étoiles de mer et des oursins. Ils prennent toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs, de moins de 3 cm à 2 mètres de long. Le concombre de mer est souvent un mets au menu des prédateurs. Mais étonnamment, il n'est pas si facile à attraper que ça. Quand il se sent menacé, il se contracte et foudroie immédiatement son attaquant en projetant des organes internes toxiques qu'il régénérera peu après. Certaines espèces de concombres de mer sont capables de produire des fils collants pour capturer leurs ennemis. Ces mécanismes de défense remarquables peuvent fonctionner sur des poissons plus petits qui cherchent à les croquer, mais pas sur les poissons plus gros qu'eux. La raie pastenague américaine. Ces raies en forme de losange sont des mangeurs de fond confirmés. Elles peuvent faire jusqu'à 2 mètres de diamètre et peser plus de 90 kg. Comme la plupart des raies, elles se terrent souvent au fond de l'océan, laissant seulement leurs yeux dépasser du sable. La raie pastenague évite les murs du récif et les régions rocailleuses. Ces techniques de chasse et de camouflage sont plus performantes sur le sable. Pour localiser sa cible, elle a recours à l'odorat et au toucher, sens très développé chez elle. Mais elle a également un 6e sens, appelé l'électroréception, avec lequel elle peut détecter les courants naturels électriques qu'émettent tous les organismes vivants. Quand elle sent qu'une proie se cache à proximité, elle pulvérise de l'eau par la bouche, s'extirpe du sable et débusque son repas. La toute petite cousine de la raie pastenague américaine est la raie pastenague jaune. De forme ronde, de la taille d'une soucoupe à thé, cette raie a un espace de chasse plus étendu que sa cousine. Elle explore les zones rocheuses et les récifs de corail à la recherche de nourriture. Mais c'est dans le sable qu'elle utilise sa meilleure ruse. Quand la raie pastenague jaune sent une proie s'approcher, elle lève le museau pour prendre l'apparence d'une niche douillette. Elle appâte sa proie avec ce qui semble être un refuge accueillant. Les raies pastenagues américaines sont la proie de plus gros poissons, comme les requins-tigres. Elles sont capables de se dérober à leurs prédateurs en se cachant dans le sable ou en partant à toute vitesse sans crier gare.
Pendant ce temps, plus haut, une des créatures de l'océan les plus majestueuses, la tortue imbriquée, examine le récif à la recherche de nourriture. Parfois, elles peuvent avoir peur si vous vous arrêtez devant elles brusquement, et elles décampent. Mais en général, elles sont très accueillantes avec les plongeurs. Quand elles sont en train de manger, généralement, elles lèvent juste les yeux vers vous, l'air de dire « Oh, c'est rien, c'est qu'un plongeur ». Nommée aussi tortue à bec de faucon, à cause de son bec crochu, c'est l'une des plus petites espèces de tortues de mer. Elle peut peser jusqu'à 70 kg. Les tortues imbriquées ont des griffes au bout de chaque nageoire, ce qui les distingue des autres tortues de mer. Omnivores, elles sont attirées par les récifs, comme celui du Belize. Ici, elles se nourrissent essentiellement d'invertébrés comme les éponges, les algues et parfois de poissons. On peut les trouver dans l'Atlantique, le Pacifique et les océans Indiens. Même si elles sont plus nombreuses ici, dans les Caraïbes, les tortues imbriquées sont classées espèces vulnérables. Sa belle carapace en fait une proie attirante pour les braconniers, qui profitent de la vente illégale de carapaces de tortues utilisées pour faire des bijoux et autres ornementations. Il arrive aussi que les tortues imbriquées s'empêtrent dans des filets maillants et se retrouvent prises accidentellement dans de longues lignes de pêche. Le déclin de la tortue imbriquée est une mauvaise nouvelle pour la barrière de corail du Belize. Ces créatures ancestrales mangent les éponges à la surface du récif, facilitant l'accès à la nourriture pour les poissons. Les tortues sont également un élément important de l'industrie écotouristique du Belize. Les plongeurs ont envie de nager à côté des créatures qui sillonnent ces océans depuis 100 millions d'années. Sur le récif, les tortues imbriquées croisent souvent la route de leurs plus grosses cousines, les tortues vertes. Pesant parfois jusqu'à 230 kg, elles sont connues pour se délecter d'éponges et de méduses. Mais la majeure partie du temps, ces géants paisibles sont herbivores et se nourrissent principalement d'herbes et d'algues. Le pigment de leur régime, à majorité vert, colore leur graisse. C'est à cela qu'elles doivent leur appellation. Comme toutes les espèces de tortues de mer, leurs chances de survivre sont infimes. Sur les 200 œufs pondus par une femelle, seul 1% atteint la maturité sexuelle, qui ne survient parfois qu'au bout de 35 ans. Mais les heureux élus qui y parviennent peuvent vivre 80 ans ou plus. Ces tortues de mer ont migré sur plus de 1500 km pour fourrager ici, depuis leur zone de reproduction, ailleurs dans les Caraïbes. Elles vont faire des allers et retours entre ces deux points toute leur vie. Chose incroyable, tous les 2 ou 3 ans, les tortues imbriquées et les tortues vertes femelles retournent à la plage où elles ont vu le jour pour pondre leurs propres œufs. La nage longue distance est inscrite dans leurs gènes. Les ancêtres de cette espèce ancestrale ont nagé par le passé côte à côte avec des créatures préhistoriques. Les tortues de mer les plus anciennes vivaient il y a environ 150 millions d'années, 85 millions d'années avant l'extinction des dinosaures.
Comme les géants préhistoriques avec qui elles ont un jour partagé la planète, les tortues de mer sont des reptiles. Elles respirent de l'air, mais elles peuvent se retenir de respirer pendant des laps de temps impressionnants. Quand elle se repose ou qu'elle dort sous l'eau, la tortue de mer peut rester 4 à 7 heures sans aller à la surface. Mais ce temps se trouve réduit quand elle fourrage activement, sûrement à la recherche d'un herbier marin, tâche qui peut être ardue, surtout quand elle tombe sur un leurre. Il s'agit d'anguilles jardinières. De la largeur d'une paille, elles font en moyenne 40 cm de long. Mais ces créatures se montrent bien peu aux yeux des curieux. Les anguilles jardinières utilisent leur queue dure et pointue pour s'enterrer dans le sol sableux de l'océan. Une substance sur leur peau cimente les murs du terrier pour éviter les effondrements. Elles vont rester ici la majeure partie de leur vie, survivant grâce au plancton qui passe, en prenant l'apparence d'herbiers marins ou simplement en disparaissant. On trouve aussi, abritée dans les fonds sableux, la créature du récif la plus curieuse, l'étoile coussin. On compte environ 1500 espèces d'étoiles de mer dans le monde océanique. Reposant sur le lit océanique, elles soulèvent des questions, telles que: est-ce qu'elles sont vivantes? Est-ce qu'elles se nourrissent? Réponse: elles sont bien vivantes et elles se nourrissent. Et elles s'adaptent remarquablement bien. L'étoile de mer pousse son estomac hors de son corps, le dépose sur le lit de corail et attend que les acides et les sucs digestifs de son estomac fissurent le corail. Puis l'étoile de mer se repaît des organismes sans défense et riches en nutriments à l'intérieur du corail, comme bon lui semblera. Ces créatures insidieuses, qui tuent au ralenti, menacent aussi le récif de corail. Si on les laisse faire, elles peuvent consommer de grandes quantités de corail, laissant derrière elles les traces de leur saccage. Le crabe-flèche, quant à lui, ne laisse rien dans son sillage, hormis un groupe de plongeurs excités. Avec sa tête triangulaire unique, supportée par 8 pattes arachnéennes, il fait toujours l'objet d'une photo souvenir. Ces petits crabes sont des mangeurs nocturnes. Ils fouillent souvent les récifs à la recherche d'invertébrés. Le poisson-coffre à points blancs progresse avec agilité le long du récif. Des nageoires dorsales et anales le propulsent en avant, alors que sa queue agit comme un gouvernail. Ils ne sont pas rapides, mais ça ne les empêche pas de piéger les petites plantes et les particules animales dont ils se nourrissent. Occasionnellement, ils fouillent les fonds océaniques pour débusquer des mets cachés. S'il est attaqué par un prédateur, comme le requin nourrice, le poisson-coffre n'a pas besoin de s'enfuir. Quand il est touché, il sécrète des toxines incolores, fatales aux prédateurs, qui ont l'habitude d'être mis en garde par les couleurs brillantes de leur proie potentielle. Mais les acteurs colorés de la barrière de corail du Belize ne bénéficient pas tous d'une telle protection. Le poisson-perroquet feu ne dispose pas de cet atout pour se défendre contre les prédateurs, comme les murènes. Cependant, il est rapide
et sort et ressort dans les crevasses et les trous du récif avec agilité. Les poissons perroquets utilisent leur mâchoire en forme de bec pour grignoter le corail. Des dents spéciales dans leur mâchoire, faites pour broyer, dégagent les nutriments des algues et du corail. Cette aptitude à consommer une des sources en nourriture les plus complètes du récif constitue une adaptation puissante pour survivre. Mais le poisson perroquet-feu est allé encore plus loin dans son évolution. Quand la densité de population est basse et que la reproduction diminue, les femelles peuvent devenir mâles afin d'aider à repeupler leur espèce. Cette transformation incroyable ne passe pas inaperçue. Les mâles secondaires, comme on les appelle, changent de couleur, passant d'un brun rouge à un bleu vif. Ici, sur la barrière de corail du Belize et sur les récifs de par le monde, des créatures scintillantes glissent avec légèreté le long du corail rocheux. Ce sont des poissons-anges. Comme la plupart de leurs cousins d'eau salée, les poissons-anges français peuvent atteindre 60 cm de long et un poids de 2 kg. Ils se nourrissent d'éponges, d'algues et d'invertébrés. Les jeunes agissent comme des poissons nettoyeurs. Ils débarrassent les gorettes, les vivaneaux et les murènes de leurs parasites. Mais un des aspects les plus remarquables de cette espèce est leur structure sociale monogame. Les poissons-anges, comme les poissons-anges gris, restent fidèles à leurs partenaires. Cette union les pousse à s'inquiéter de leurs petits et à défendre leur territoire contre des concurrents. Mais quand il s'agit de se défendre contre un requin à pointe noire, c'est une autre histoire. Les requins existent depuis 450 millions d'années. Les requins à pointe noire ne sont pas des géants, et ils sont bien loin des requins préhistoriques monstrueux qui les auraient supposément précédés. Malgré tout, ce sont de vrais chefs-d'œuvre de l'évolution. Chasseurs sans pareil, survivants suprêmes, ils sont à la fois magnifiques et imposants. Pour les plongeurs, se retrouver face à face avec ces chasseurs ancestraux donne une poussée d'adrénaline incomparable. Mon lieu de plongée favori, c'est le Grand Trou Bleu. Là-bas, il y a un site appelé le terrain de jeu. On peut y voir plein de requins. Des requins pointe blanche, des requins à pointe noire. C'est dingue de descendre là et de se retrouver à environ 20 mètres de profondeur, entouré de requins du début à la fin de la plongée. Ici, les requins patrouillent tout le récif, à la recherche de poissons, de raies venimeuses, de crustacés, de tout ce qui pourrait leur servir de dîner. Leurs sens affûtés les aident dans leur traque. Les sons et les vibrations les mettent sur la voie de leur casse-croûte. Une vue et un odorat excellents leur permettent de s'approcher de leur cible. Enfin, leur arme secrète, un organe sensoriel appelé ampoule de Lorenzini, les rend vraiment uniques. Tous les organismes vivants émettent une charge électrique à peine perceptible. Les requins ont la capacité impressionnante de détecter ces charges.
Même sans voir, sentir, entendre, goûter ou toucher leur proie, ils savent où elle est et ils peuvent révéler sa position exacte. Des rangées multiples de dents les aident à dévorer leur proie. Parfois, la chasse ne repose plus sur les sens, mais simplement sur la vitesse. Le requin à pointe noire est connu pour se placer bien au-dessous de larges bancs de poissons qui nagent près de la surface, avant de fendre le banc et l'air comme une fusée, espérant finir sa course la gueule pleine de poissons. Les poissons, comme ces carangues gros yeux, sont appelés ainsi en raison de leurs grands yeux de chevaux. Pesant parfois jusqu'à 25 kg, ces farouches poissons osseux peuvent fournir un repas copieux pour les grands prédateurs. Quand ils se rassemblent en bancs, ils offrent un spectacle époustouflant. Comme les autres bancs, les carangues gros yeux se sentent plus forts en étant nombreux. Si l'un d'eux voit de la nourriture, tout le monde en profite. Si un autre voit un prédateur, tout le monde est au courant. Leur couleur est aussi à leur avantage. Noirs sur le dessus, ils se confondent avec les fonds océaniques. Plus clairs en dessous, ils sont assortis avec la surface lumineuse. Les carangues gros yeux se cachent à la vue de tous, des prédateurs du dessus et du dessous. Mais les carangues gros yeux ne sont pas les seuls poissons à nager en banc sur la barrière de corail du Belize. Le chirurgien bleu. Ses nageoires et ses écailles reflètent la lumière dans des teintes de bleu infinies. Ses dents plates et larges sont parfaites pour déguster les algues du récif. Et si un prédateur lui tombe dessus quand il est en train de manger, il le regrette vite. Deux épines aiguisées de chaque côté de sa queue se dressent immédiatement quand le chirurgien bleu se sent menacé. Ces épines sont assez pointues pour taillader un adversaire. Pas étonnant qu'on le surnomme également poisson barbier. Certains poissons du récif ne ressemblent pas à des poissons. Le poisson lézard ne prend pas de risque quand il croise un plongeur un peu trop intrusif. Ce poisson lézard ferait mieux de se méfier du poisson ballon. Il a peut-être l'air d'être une cible facile, mais le poisson ballon a des toxines mortelles et peut gonfler en dépassant de loin sa taille normale, devenant plus grand que la bouche de la plupart de ses prédateurs. La tétrodotoxine du poisson ballon est 1200 fois plus venimeuse que le cyanure. Certains poissons ballons ont suffisamment de toxines dans leur corps pour tuer 30 humains adultes. Mais les plongeurs risquent plus d'être tués par un de ces poissons dans un restaurant qu'en plongée. Les poissons ballons constituent un mets d'exception au Japon. Des chefs diplômés les préparent spécialement pour leur retirer leurs toxines. De ces glisseurs gracieux et de leur aura irréelle, aux maîtres de la mascarade et aux monstres sacrés de l'océan, la barrière de corail du Belize est un univers à lui tout seul et une des nombreuses merveilles de cette plongée dans le grand bleu. On peut voir des requins et des tortues ici. On voit le corail, les gorgones et les éponges s'animer dans le courant. C'est un endroit incroyable. On se sent très libre sous l'eau pour observer tout ce qui se passe.
Et on se sent tout léger quand on plonge. On peut admirer la vie merveilleuse des eaux du Belize. Et c'est vraiment génial de vivre une telle expérience. Avoir toute cette nature à portée de main, c'est un sentiment merveilleux. L'île de Roatán, un parc marin spectaculaire dans les eaux sauvages des Caraïbes, au nord du Honduras continental, délimité par la deuxième plus grande barrière de corail. Roatán est un must pour les plongeurs et les explorateurs de fonds sous-marins. Il s'y mêle d'éblouissantes créatures marines, de gracieux prédateurs, des maîtres du camouflage et de venimeux envahisseurs de récifs. Un voyage nocturne plein de découvertes irréelles, de magnifiques vues sous-marines et des reliques fantomatiques revendiquées par la puissance de la mer. L'île de Roatán, un havre de beauté naturelle débridé, à une soixantaine de kilomètres au large de la côte nord du Honduras, dans les eaux chaudes et bleutées des Caraïbes. La plus grande des îles de la baie, Roatán, est entourée par le récif mésoaméricain, un atoll corallien spectaculaire et très diversifié, le deuxième en taille après la grande barrière de corail australienne. Mésoamérique vient du latin et signifie Moyenne Amérique. Des eaux bleues vibrantes, une visibilité d'une grande portée et de superbes cavernes sous-marines ont fait de Roatán la Mecque des plongeurs et des explorateurs. À Roatán, l'attraction principale pour les plongeurs est le fait que nous plongeons toujours dans des conditions parfaites. De nombreuses régions du monde sont envahies par les plongeurs et l'ensemble des récifs commence à accuser un peu le coup. Mais parce que nous sommes assez isolés et assez éloignés, notre système de récifs est encore en très bon état. Nous avons des grottes, des crevasses, de beaux murs en pente et aussi des parois verticales très impressionnantes. Les courants qui entrent en collision avec la barrière de corail déferlent vers le haut, repoussant l'eau froide, riche en éléments nutritifs, à la surface. Ces nutriments fertilisent les eaux ensoleillées, créant une prolifération de plancton, ces plantes marines et ces créatures microscopiques qui soutiennent l'ensemble de la chaîne alimentaire océanique.
les fertiles forêts coralliennes de Roatan regorgent de poissons tropicaux luisants qui se délectent des milliards de plancton. Plus de 90% de toutes les espèces des Caraïbes se trouvent ici, dans les îles de la baie. Le poisson chirurgien bleu, le poisson globe toxique et les puissants prédateurs de l'océan, comme le requin de récif. Mais au-delà de la vie marine florissante et des magnifiques falaises immergées, l'un des sites les plus mystérieux de Roatan réside sous ces eaux d'un bleu profond. Un vaisseau fantôme de 45 mètres de long gît sur le sable des Caraïbes, à 50 mètres au-dessous de la surface. L'épave du Prince Albert. Plongez au large des côtes et en 10 minutes, vous serez à côté d'une énorme épave, à 20 mètres seulement de profondeur. Dans beaucoup d'endroits, les épaves se trouvent en profondeur, mais cette épave se situe dans l'une des zones les plus vierges et les moins profondes de l'île. Au début des années 80, le Prince Albert est arrivé du Nicaragua à Roatan, transportant des réfugiés de guerre. Le navire a été abandonné et il est tombé en désuétude. Le fondateur d'un club de plongée local y a vu l'occasion d'attirer plus de touristes à Roatan. Et il y a plus de 30 ans, le navire a été volontairement coulé comme récif artificiel. Le Prince Albert a été le premier navire à être utilisé comme récif artificiel dans les îles de la baie. Une épave ou un autre élément bien préparé et submergé peuvent devenir un habitat pour de nombreuses espèces. L'épave du Prince Albert en est un parfait exemple. C'est beau de voir un système de récifs dynamique et en bonne santé sur une épave dans des eaux peu profondes. Ce qui était autrefois un cargo de l'île a été revendiqué par la mer. Recouvert de gorgones luxuriantes, le Prince Albert s'est transformé en son propre écosystème, un habitat dynamique pour une abondante vie marine. On estime que 30 espèces de poissons habitent l'épave de fer. Un petit banc de poissons cardinaux traverse le cœur du navire. Transformé par 3 décennies de corrosion, de courants et de tempêtes tropicales, le Prince Albert est un jardin sous-marin et un élément essentiel de Roatan, autant que les systèmes de récifs naturels et les chenaux rocheux qui abritent des myriades de poissons. Près de l'étrave du Prince Albert se trouve une autre relique fantomatique, la carlingue vide d'un DC-3, englouti après la Seconde Guerre mondiale. En 1990, l'avion a été détruit après son dérapage à l'aéroport de Roatan. Comme le Prince Albert, il a été coulé volontairement en tant que récif artificiel. Ancrés à l'épave, de graciles gorgones étendent leurs tentacules pour piéger le plancton flottant dans le courant. Comme le Prince Albert, cet avion pâle et squelettique abrite une grande variété de créatures marines. Les sergents-majors rayés pondent jusqu'à 200 000 œufs à l'intérieur de l'épave et les protègent énergiquement des potentiels prédateurs.
Une murène tachetée, cherchant refuge contre les dangers de l'océan, sort du fuselage. Le corps aplati de la murène est spécialement conçu pour se réfugier dans des espaces restreints. Les murènes ont toujours la bouche en mouvement, en ouverture et en fermeture. Elles le font sans cesse parce qu'elles ont besoin d'oxygéner leur corps. Et c'est comme ça qu'elles y parviennent. Si elles ne nagent pas librement, elles ont quand même besoin que l'eau salée circule dans leurs branchies afin d'oxygéner leur corps. La murène tachetée se nourrit principalement de petits poissons et de crustacés. Comme la créature mortelle dans les films Alien, les murènes possèdent 2 paires de mâchoires. La première se referme sur les proies imprudentes. La deuxième, équipée de dents redoutables, permet de les déglutir. Sans nourriture en vue, la murène tachetée se retranche dans l'avion. L'épave blême du DC-3 héberge des prédateurs encore plus étranges. Une anémone géante, la bouche bordée de dizaines de tentacules, ondule au milieu des débris, attendant le passage des poissons. Dans les tentacules de l'anémone, la proie est paralysée par des toxines, puis elle est rapidement portée à la bouche et avalée tout entière. Plus loin de l'épave, un autre prédateur de l'océan se déplace lentement dans l'eau peu profonde, le mérou. L'un des plus gros poissons de la mer, le mérou Goliath peut atteindre un poids de 360 kg, la même masse corporelle qu'un ours Kodiak. Mais ce mérou n'est pas ici pour manger. Au lieu de cela, il se pose sur l'épave et attend d'être nettoyé. Un petit rémora, muni d'une ventouse, grignote les parasites gênants qui sont sur la peau du mérou. Les poissons nettoyeurs sont essentiels à la santé du mérou, retirant puis mangeant ces parasites, mais aussi les tissus morts qui se sont formés sur sa peau. Au-delà des épaves de rêve de Roatan, un puissant prédateur, plus imposant que le mérou, se tapit dans l'eau bleu clair. Beaucoup de gens pensent, à tort, qu'il n'existe pas de population active de requins dans les îles de la baie du Honduras. Il y a en fait un nombre important de requins autour de l'île. Les plongeurs poursuivent ici l'espoir d'observer l'un des prédateurs les plus intimidants de l'océan, le requin de récif. Comme leur nom l'indique, les requins de récif se retrouvent en grande partie près des récifs coralliens, dans les eaux côtières de moins de 30 mètres. Élancés et gracieux, ils incarnent l'équivalent des hommes de main des récifs. Une vision aiguë, un sens développé de l'odorat et des organes spéciaux qui détectent les courants électriques de leur proie font du requin de récif l'un des prédateurs les plus puissants de l'océan. Ces requins se nourrissent principalement de poissons osseux vivant sur les récifs et de créatures plus grandes telles que la raie aigle. La proie est saisie par une rapide morsure de leur écrasante mâchoire, puis achevée par leurs dents acérées et dentelées. Les sons de basse fréquence qui signalent la présence d'un poisson en lutte attirent ces requins, tout comme les bateaux de pêche.
Les pêcheurs locaux savent pertinemment que les requins sont là, parce que vous attraperez rarement un poisson dans le périmètre d'un requin, puisque c'est lui qui l'aura mangé. Dangereux prédateurs, les requins de récif attaquent rarement les humains. Lorsqu'il se sent menacé ou coincé, le requin abaisse ses nageoires pectorales et esquisse de courts virages serrés dans l'eau, archétype d'une démonstration d'agressivité. Ni menacés, ni provoqués, ces requins naviguent sereinement au-dessus des récifs. Une expérience exaltante, mais potentiellement éprouvante pour les plongeurs qui doivent rester vigilants lors d'une baignade avec un banc de requins affamés. Nous avons pénétré leur environnement. Les requins ont toujours été là. Pendant que nous observons 20 beaux et grands requins nager docilement autour de nous, nous devons aussi nous rappeler que ce sont les super prédateurs de ces eaux. Mais même un super prédateur n'est pas à l'abri d'un rémora. Attaché au requin par une ventouse au-dessus de sa tête, le rémora semble être un parasite. En fait, il consomme les parasites du requin et se nourrit des restes de nourriture laissés par son hôte. Il est littéralement en train d'économiser son énergie en s'accrochant au requin et en faisant un petit tour avec lui. Tout morceau de nourriture qui tombe de la gueule du requin est attrapé et mangé aussi vite que possible par le rémora, qui s'accroche à nouveau. Les requins sont d'anciennes créatures qui datent d'avant même les dinosaures. Ils ont évolué il y a environ 450 millions d'années. Pourtant, leur survie est devenue menacée en seulement quelques décennies. Environ 70 millions de requins sont tués chaque année, pris accidentellement dans les lignes de pêche, tués illégalement pour répondre à la demande d'ailerons de requins, ou chassés en tant que trophée. Un tiers des espèces de requins est menacé d'extinction. Culminant au sommet de la chaîne alimentaire océanique, les requins contribuent au contrôle des populations chez leurs proies. Sans requins, un trop grand nombre de proies survivraient. La concurrence pour la nourriture bouleverserait alors ce délicat écosystème. Ici, à Roatan, un unique et vorace prédateur a déjà perturbé le fragile équilibre de la vie dans le récif. Ses nageoires pectorales ondulantes avec le courant, une rascasse venimeuse adhère à la barrière de corail. Les rascasses sont endémiques à l'océan Pacifique et Indien. Ici, dans l'Atlantique tropical, elles sont une espèce envahissante, introduite accidentellement dans ces eaux il y a plus de 20 ans. Avec peu de prédateurs naturels et un taux élevé de reproduction, la population de rascasses a explosé dans les eaux claires au large du Honduras. Les rascasses sont partout. Elles se trouvent dans des zones peu profondes comme dans des zones profondes de 30 à 60 mètres. Et je pense qu'elles vont rester. Elles sont réputées pour leur appétit vorace. Elles ne cessent de manger, elles n'arrêtent jamais. Voraces et peu regardantes, les rascasses peuvent consommer jusqu'à 50 espèces différentes de poissons, prenant en embuscade et acculant leur proie avec leurs longues nageoires pectorales. Comme leur population croît de façon exponentielle, les rascasses menacent la survie des espèces indigènes, comme le mérou et le vivano, ainsi que les petits poissons brouteurs qui empêchent les algues et le varech d'envahir le récif.
Lentes et faciles à repérer, les rascasses repoussent les prédateurs potentiels avec la piqûre venimeuse de leurs nageoires dorsales acérées. Cependant, les prédateurs sont rares et l'invasion constante des rascasses laisse la santé écologique du récif en suspens. C'est la plus grande barrière de corail de l'hémisphère occidental. Le récif mésoaméricain s'étend sur près de 1100 km, de la pointe nord de la péninsule du Yucatan jusqu'aux îles de la baie hondurienne au sud. Le récif abrite des gorgones ondulantes et plus de 60 espèces de coraux, y compris les grands coraux cerveaux, qui peuvent vivre jusqu'à 900 ans. Le récif abrite plus de 500 espèces de poissons. Parmi elles, l'une des créatures les plus étranges et surprenantes de la mer des Caraïbes, le poisson-lime gribouillé. S'alimentant principalement d'algues et de coraux, le poisson-lime gribouillé se protège des prédateurs en plongeant rapidement dans une crevasse et en érigeant les épines de sa tête et de son ventre. Une fois qu'il est en sécurité dans l'espace restreint, les prédateurs ont de la difficulté à l'arracher au récif. Avec un mouvement de fouet de la queue, le poisson-lime gribouillé est reparti. Un poisson porc-épic, capable de doubler de taille en avalant de l'air et de l'eau, se déplace sur le lit de corail. Au loin, au-delà d'un champ de branches de corail, un nuage bleu outre-mer flotte sur le récif. Les poissons chirurgiens bleus. Ils sont à la recherche d'algues qu'ils arrachent au corail avec leurs dents acérées. Les poissons chirurgiens bleus sont essentiels à la santé du récif. Ils mangent les algues, empêchant leur surcroissance et le fait qu'elles étouffent le corail. Le poisson chirurgien, dont le nom s'inspire des dangereuses épines acérées de sa queue, nage en banc, un autre moyen de défense contre les prédateurs. Pour un prédateur malvoyant, un banc épais et compact, nageant à l'unisson, ressemble à une unique et immense créature. Et plus il y a de poissons dans le banc, plus il y a de paires d'yeux pour repérer les algues du récif. Là où il y a des poissons chirurgiens bleus, il y a souvent des poissons trompettes. Chasseurs perspicaces, les poissons trompettes suivent les poissons chirurgiens, saisissant les petits poissons effrayés par leur banc et s'échappant du récif. Flottant entre les joncs de mer, le poisson trompette nage verticalement, la tête vers le bas, pour se fondre dans le corail du récif. Les poissons peu méfiants qui s'approcheraient trop seraient aspirés par sa bouche aux aguets. Lorsqu'elle est en pleine extension, sa bouche puissante ressemble au pavillon d'une trompette. Plus près de la surface, flotte un maître du déguisement encore plus sophistiqué, le calmar de récif des Caraïbes. En un seul battement de cœur, les calmars de récif sont capables de changer de couleur et de motif pour traquer leur proie, éviter les prédateurs et avertir les concurrents. Des milliers de cellules situées au-dessous de sa peau sont contrôlées par des muscles
qui génèrent des couleurs distinctes afin de communiquer des messages spécifiques. Un calmar de récif mâle est capable de devenir rouge d'un côté pour attirer les femelles et bleu de l'autre pour repousser un rival. Sur la rive sud de Roatan, un récif vierge tacheté de soleil s'étire près de la surface. C'est le récif de Tullio. Ce récif, qui porte le nom d'un maître plongeur populaire, bien connu dans ces régions, abrite une abondance de créatures marines. Une minuscule caverne offre un refuge à une langouste blanche des Caraïbes, à la carapace bordée de dures épines protectrices. Bien qu'il lui manque les redoutables pinces de ses cousines griffues, elle agite ses menaçantes antennes barbelées, plus longues que son corps, pour repousser les prédateurs potentiels. Des prédateurs comme le congre vert. Véritable ruban de muscles, plus épais qu'un bras humain, le congre disparaît furtivement dans le récif sombre. Mesurant plus de 2 mètres de long, le congre peut s'étirer du sol au plafond, agitant une longue nageoire dorsale pour seul mécanisme de propulsion. Le congre passe ses journées à se cacher entre les rochers, pour saisir entre ses dents diaboliques les crustacés et les poissons sans méfiance. Les congres verts ont beaucoup de dents et elles sont tournées vers l'intérieur. Quand ils saisissent quelque chose, c'est très dur pour la proie de leur échapper. Une fois qu'un petit poisson se fait attraper, il est cuit. La vie dans le récif est une recherche constante de nourriture. Un hippocampe long-nez, pas plus grand qu'un pouce humain, agrippe une gorgone avec sa queue simiesque. Le corps gracile de l'hippocampe lui permet de se faufiler dans de petites crevasses du récif, où il vit de larves de crevettes et de petits crustacés. Mais la nourriture n'est pas la seule clé pour la survie. Afin qu'une espèce prospère, ses gènes doivent être transmis à la génération suivante. Une donzelle arc-en-ciel libère ses œufs dans le courant et une course effrénée s'ensuit. Les mâles libèrent un nuage de sperme pour tenter de féconder les œufs. C'est une frénésie de reproduction qui ne dure que quelques secondes. Seuls les poissons les plus rapides et les plus forts l'emportent. Dérivant le long des courants chauds de Roatan, une créature ancienne existe depuis 500 millions d'années, bien qu'elle n'ait aucun os, pas de cerveau ni de cœur. La méduse lune. Contractant son corps en forme de parapluie pour évoluer dans l'eau, la méduse lune, comme toutes les méduses, possède de longues et minces tentacules, capables d'expulser des milliers de cellules urticantes pour paralyser ses proies. Ces tentacules portent les proies étourdies, principalement de petits poissons et des crevettes, à la bouche de la méduse lune, située à l'intérieur de son corps lisse et en forme de sac. Bien que mortelle pour les petites créatures marines, la piqûre de la méduse lune a peu d'effet sur les humains. Pulsant doucement en émettant un faible halo luminescent, la méduse lune flotte sereinement au gré des courants, comme ses ancêtres avant les dinosaures.
Au large de la rive sud du Honduras, le récif mésoaméricain foisonne de vie. Mais la barrière de corail offre plus que les centaines de créatures marines qui y trouvent asile. Pendant des milliers d'années, les cycles de glaciation et les fluctuations du niveau de la mer ont forgé un monde sous-marin magnifique, composé de grottes, de tunnels et de crevasses. Des cathédrales naturelles incrustées de corail, proches du fond de l'océan. À Roatan, une formation géologique spectaculaire est devenue un must pour les plongeurs expérimentés cherchant à explorer les vestiges d'un ancien monde, Calvin's Crack. Les plongeurs doivent entrer verticalement, la tête en bas, dans une crevasse aussi large qu'une porte de voiture, puis dans une chambre sous-marine de 30 mètres de profondeur. La fissure n'est large que de 3 mètres, et ceux qui plongent ici doivent avoir une bonne maîtrise de la flottabilité pour éviter de cogner et d'endommager le fragile récif. Les plongeurs se feraient un chemin à travers le canal sous-marin sombre. Au cours de milliers d'années, la structure du corail a continué de grandir autour de l'ouverture, créant un surplomb de coraux mous. Au fil du temps, le corail va croître sur l'ouverture, scellant définitivement la crevasse. Pour l'instant, la lumière provenant de la surface pénètre dans le gouffre, reflétant l'harmonie parfaite du ciel et de la mer. J'aime le jeu de la lumière. J'aime aussi voir de nouveaux plongeurs découvrir leur première crevasse, parce qu'ils ont les yeux exorbités et qu'ils sont très excités. Ils l'ont fait, en quelque sorte. Ils ont réussi à plonger à Calvin's Crack. Des fissures dans le récif, érodées par des milliers d'années d'eau de pluie, lorsque ces falaises de calcaire étaient encore au-dessus du niveau de la mer, abritent bon nombre de créatures sous-marines, dans les chambres labyrinthiques de Mary's Spot. « 30 mètres au-dessous de la surface, un crabe araignée épineux s'accroche au labyrinthe technicolore de corail. Sur sa carapace, des poils soyeux accrochent des morceaux d'algues, d'éponges et de corail, permettant au crabe de se fondre presque parfaitement dans le récif. Le jour, le crabe araignée épineux se cache dans de minuscules grottes et sous des corniches. Mais bientôt ce sera la nuit, et le crabe va émerger pour chercher de la nourriture. À la sortie de Mary's Spot, les plongeurs retrouvent un océan bleu pur.
Mais alors que le soleil descend sur Roatan, une profonde transformation se déroule dans ces eaux cristallines. La nuit, le récif révèle un monde différent. Dans les profondeurs sombres, des créatures nouvelles et inhabituelles apparaissent. Lorsque nous plongeons de plus en plus profond, nous commençons à voir les autres résidents de la nuit. Le porc-épic rayé, son corps arrondi et couvert de courtes épines pointues, utilise ses grands yeux globuleux pour surveiller les fonds marins herbeux. Ses dents, dures comme du papier de verre, lui permettent de broyer la carapace de l'un de ses aliments préférés, le bernard l'ermite. Des insectes de mer, éclairés par la lumière de la caméra, voltigent à travers l'eau. Les bernards l'ermite sont des créatures nocturnes qui émergent de leur cachette diurne pour se nourrir sur le fond marin. Contrairement à d'autres crabes qui produisent leur propre carapace de carbonate de calcium, le bernard l'ermite protège son abdomen mou et vulnérable en s'insérant dans la coquille vide d'un escargot de mer. Au fur et à mesure de sa croissance, le bernard l'ermite abandonne sa maison pour une autre plus adaptée, léguant sa coquille vide à de plus petits crabes. Le bernard l'ermite est un charognard omnivore. Il utilise ses pinces pour passer le sable au crible tandis qu'il recherche sa nourriture. Ses plus longues antennes sont utilisées pour ressentir, les plus courtes pour sentir et goûter. Les bernards l'ermite sont connus pour former des relations symbiotiques avec les anémones de mer. L'anémone siège au sommet de la coquille du crabe pour le protéger contre les poissons prédateurs grâce à ses tentacules toxiques. En retour, l'anémone gagne une balade gratuite et les restes de nourriture laissés par le crabe. Une grande crevette nettoyeuse agite sa longue antenne blanche. Elle invite les poissons qui passent à se débarrasser de leurs parasites grâce à ses 3 paires de griffes. Dans l'épave du prince Albert réside l'une des créatures les plus insolites de l'océan, l'holothurie queue de tigre. Longue de presque 2 mètres, l'holothurie queue de tigre est le plus grand concombre de mer de l'Atlantique Ouest. Tous les concombres de mer vivent dans l'océan et sont apparentés aux étoiles de mer et aux oursins. Sans yeux et sans cerveau, l'holothurie queue de tigre dépend d'un anneau de tissu neural qui borde sa bouche et qui lui permet de détecter les menaces. Comme tous les membres de son espèce, cette holothurie à fourrure respire en aspirant de l'eau oxygénée par l'anus, puis en l'expulsant. Les holothuries se nourrissent d'algues, de plancton et de la décomposition de matières trouvées dans la mer, passant souvent au crible les sédiments du fond marin pour s'alimenter. L'holothurie à fourrure est plus mobile que les autres et peut se déplacer rapidement en rampant ou tout simplement en roulant sur le plancher océanique. À peine visible dans le fond de l'océan, un chasseur camouflé fait le guet. La pieuvre commune,
l'une des rares créatures capables de modifier son apparence en un éclair. Des milliers d'organes, contrôlés par des nerfs, créent sur sa peau des motifs, des couleurs et des formes qui correspondent aux rochers et coraux environnants. Elles peuvent changer de couleur et de motif avec la vitesse de l'éclair. Si vite que parfois vous ne pourrez pas le croire. Je suis sûr que j'ai croisé 1000 pieuvres sur le récif, mais je ne les ai pas vues. Le jour, la pieuvre se cache dans les surplombs de corail du récif. La nuit, elle sort chasser, en utilisant une technique inventive appelée « faire la tente ». Elles forment une tente avec leurs 8 tentacules et la peau qui se trouve entre leurs bras. Elles tendent une grande bâche sur une crête de corail et les poissons effrayés remontent dans ce filet créé par la pieuvre. De cette manière, elles peuvent attraper leur proie et la manger. En général, elles mangent en se déplaçant. Elles sont voraces, et pendant qu'elles mangent avec un tentacule, les 7 autres tentacules sont utilisés pour la chasse. Lorsqu'elle capture ses proies, comme des crabes et des mollusques, la pieuvre les enserre avec ses bras puissants et parsemés de ventouses. Puis elle les paralyse avec un poison neurotoxique sécrété par sa salive. Parfaitement adaptée à son environnement, la pieuvre possède 3 cœurs. 2 pompent le sang vers les branchies, un 3e maintient la circulation sanguine dans les organes. Lorsque la pieuvre nage, son 3e cœur cesse de battre. En rampant sur le corail, la pieuvre conserve ainsi sa précieuse énergie. Dans l'obscurité de la nuit, la pieuvre se loge miraculeusement dans une étroite crevasse du récif, trouvant refuge dans les profondeurs de la magnifique barrière de corail de Roatan, comme ses ancêtres depuis des millions d'années. Des reliques fantomatiques englouties et des superbes vues sous-marines aux puissants prédateurs et aux kaléidoscopes de poissons tropicaux, Roatan incarne un portail vers un autre monde au cœur des récifs et l'une des nombreuses merveilles de cette plongée dans le grand bleu. Vous voulez faire de la plongée à 2 heures du matin? Vous voulez faire de la plongée à 10 heures du soir? Vous voulez faire une plongée de nuit? Tout ce que vous avez à faire, c'est marcher au large de la côte, nager une centaine de mètres, et vous atteindrez 2 des récifs les plus vierges des Caraïbes. Si vous parlez de plongée dans les îles de la baie du Honduras, vous parlez d'une variété que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs dans les Caraïbes. C'est l'un de ces beaux endroits vierges qui donne la sensation d'incarner un mythe mystérieux.
Je veux dire que vous êtes dans un petit coin de paradis.